Bonjour, aujourd'hui, on va s'intéresser à une dynamique relationnelle particulièrement toxique, celle qui se noue entre un pervers narcissique et une personne surdouée. C'est une rencontre qui ressemble souvent à un piège redoutable. Alors comment ça marche exactement? Pour le comprendre, on va s'appuyer sur l'analyse de la psychanalyste Raymond Dazan et tenter de démêler les fils de cette toile. Faire souffrir l'autre pour annuler sa propre souffrance. Cette phrase, elle est au cœur de tout. Elle résume à elle seule le fonctionnement du pervers narcissique. Attention, ici, on ne parle pas de méchanceté gratuite. Non, c'est bien plus profond que ça. C'est un véritable mécanisme de survie psychique. Pour ne pas sombrer dans sa propre douleur, il est obligé, de manière totalement inconsciente, de la projeter, de l'infliger à quelqu'un d'autre. C'est vraiment le moteur de tout ce qu'il fait. Alors, première partie, le prédateur sans émotion. Pour bien saisir comment il opère, il faut d'abord regarder ce qui se passe à l'intérieur. Qui est-il vraiment? Voilà un point qui est absolument essentiel à comprendre. Le comportement du pervers narcissique, ce n'est pas une stratégie, ce n'est pas un plan machiavélique. C'est la conséquence directe d'un énorme traumatisme. En fait, son développement affectif s'est complètement arrêté net suite à un choc dans l'enfance. Il est, en quelque sorte, câblé comme ça. Ses actions ne relèvent pas du choix, mais d'un besoin viscéral, inconscient, pour ne pas s'effondrer. On peut décomposer ça en 3 étapes, en parcours presque mécanique, en fait. Tout part d'un choc émotionnel très violent, très tôt. Deuxième étape, ce choc est si fort qu'il court-circuite tout le système émotionnel. La personne est littéralement coupée de ses propres émotions. Et enfin, troisième étape, privé de cette boussole intérieure, il ne lui reste qu'une seule issue pour gérer sa souffrance, la faire endosser par quelqu'un d'autre. Et ça crée un contraste absolument saisissant. D'un côté, il y a le masque, cette personne qui paraît rationnelle, cartésienne, presque froide, mécanique, sans aucune émotion. Et de l'autre, la réalité. Une souffrance intérieure immense, un vide abyssal. En fait, cette personne a un besoin vital des émotions des autres. C'est comme si elle devait se brancher sur eux pour se recharger, pour se sentir un minimum équilibré, pour exister tout simplement. Bon, maintenant qu'on a vu le prédateur, passons à sa proie idéale, la personne surdouée. La question c'est pourquoi elle? Qu'est-ce qui, dans son fonctionnement, la rend si parfaite pour ce type de personnalité? Le pervers, lui, il a un radar pour ça. Il repère instinctivement ses traits. Une personne très émotive, très expressive, pour lui, c'est une source d'énergie inépuisable. Quelqu'un qui fonctionne avec ses émotions, qui a besoin de connexion, de validation, c'est une porte d'entrée royale. Et puis, il y a ce doute permanent, cette recherche de certitude, c'est la faille parfaite à exploiter. Ajoutez à ça le fait que la personne surdouée est souvent absorbée par ses passions, un peu distraite, et vous avez le cocktail idéal pour un prédateur qui cherche à se nourrir. C'est vraiment ça, le cœur du mécanisme. On a d'un côté une personne surdouée qui est une véritable usine à émotions. Joie, peine, colère, passion, ça bouillonne. Et de l'autre, le pervers, qui est un puissant fond, un vide émotionnel. Il va donc se comporter comme un parasite. Il va venir se brancher directement sur cette source d'énergie pour combler son propre vide. Alors, troisième temps, comment cette toile se tisse-t-elle? Comment le piège se referme? Encore une fois, ce n'est pas un plan calculé. C'est plus un instant, une sorte de danse macabre où le prédateur sait exactement comment bouger pour capturer sa proie. Tout commence par là. Le pervers a une capacité d'observation redoutable, justement parce qu'il n'est pas pollué par ses propres émotions. Il scanne sa proie, il identifie les failles, les manques, les blessures, et il trouve les mots exacts, ceux que la personne a attendu d'entendre toute sa vie. Ils me disent ce que j'ai envie d'entendre et comme un enfant, je le crois. Cette phrase, elle est terrible de vérité. Quand on s'est senti incompris toute sa vie, entendre enfin quelqu'un formuler précisément ce dont on a besoin, c'est une décharge émotionnelle immense. La méfiance s'envole. C'est la clé qui ouvre toutes les portes. Et là, c'est comme un tour de magie. La victime a l'impression d'avoir enfin trouvé son âme sœur, la personne qui la comprend vraiment. Ça crée un lien extrêmement puissant, quasi instantané. Sauf que ce lien, il est totalement illusoire. Il n'est pas basé sur une vraie connexion, mais sur une manipulation parfaite. Une fois que le lien est créé, que la toile est en place, on entre dans la phase la plus sombre. La relation bascule dans un cycle infernal. Un cycle où le pervers va commencer à se nourrir, littéralement, de la souffrance de l'autre pour calmer la sienne. Ce cycle parasitaire, il se déroule en plusieurs étapes. D'abord, la distorsion de la réalité. Le pervers est un maître pour ça. Il ne ment pas directement, non, c'est plus subtil. Il prend un fait bien réel et le déforme juste un peu, assez pour semer une confusion totale dans l'esprit de sa victime. Ensuite vient l'isolement. Il va s'infiltrer dans le cercle d'amis, la famille, et retourner tout le monde contre la victime. Et l'état final, c'est l'épuisement. La victime se retrouve vidée, confuse, incapable de réagir, complètement à plat. C'est toi la méchante. Ou le méchant, bien sûr. Imaginez entendre ça en boucle.
C'est l'arme de destruction massive du pervers, le retournement de la culpabilité. Non seulement la victime souffre le martyre, mais en plus elle finit par croire que c'est entièrement de sa faute. C'est d'une perversité absolue. Et comment il y arrive? C'est simple et diabolique. En public, avec les amis, la famille, il est absolument parfait. Le gendre idéal, l'ami rêvé, charmant, serviable. Du coup, le jour où la victime essaye de parler, de se plaindre, qui va la croire? Personne. Elle se retrouve complètement seule, piégée, et passe pour la personne à problème aux yeux de tous. Alors la question à 1 million, comment on sort de là? Comment on s'en libère? La source nous donne une piste, une approche qui est assez contre-intuitive mais très puissante. L'idée, ce n'est pas juste de partir, mais de défaire les nœuds. Partir ou rester? C'est la question que tout le monde pose. L'entourage, la victime elle-même. Mais enfin, pourquoi tu ne pars pas? On l'a tous entendu ou pensé. Sauf que cette question, aussi simple qu'elle paraisse, passe complètement à côté de la complexité de l'emprise. En fait, c'est la mauvaise question. Le vrai but, ce n'est pas de trancher d'un coup. C'est de défaire les nœuds, un par un. Imaginez une toile d'araignée, avec des dizaines de fils collants. On ne peut pas s'en arracher d'un coup. Il faut dénouer chaque fil, patiemment, pour pouvoir enfin s'en aller. Et ce chemin vers la liberté, il passe par 3 étapes clés. Première étape, arrêter de se justifier, d'expliquer. C'est inutile, le pervers ne peut pas comprendre. Tenter de le faire, c'est juste lui donner de l'énergie. Deuxième étape, couper le robinet émotionnel. Ne plus rien partager de ce qu'on ressent. C'est vital parce que ça lui coupe son carburant. Et la troisième étape, sans doute la plus cruciale, trouver un allié. Briser l'isolement. On ne peut pas s'en sortir seul, il faut un témoin. Et ce point est fondamental. Le pervers ne supporte pas le regard d'un tiers. Son pouvoir, toute sa manipulation, ça ne fonctionne qu'en privé, à huis clos. Dès qu'il y a un témoin, une personne extérieure qui observe, son jeu s'arrête net. C'est comme si on allumait la lumière dans une pièce sombre. Le témoin, c'est sa kryptonite. Il est comme le gui, sans le courage de pousser par lui-même, ayant besoin de s'agripper à l'autre pour voler sa sève. J'aime beaucoup cette métaphore parce qu'elle change complètement notre regard. On passe de l'image du prédateur tout-puissant à celle d'un parasite. Un être fondamentalement faible, incapable de générer sa propre énergie et qui a un besoin vital de s'accrocher à quelqu'un d'autre pour survivre. Et on termine sur cette idée qui peut paraître choquante au premier abord. Le plus malheureux dans cette histoire, c'est lui. Pourquoi ? Parce que la victime, même si elle est détruite, elle a en elle les ressources pour se reconstruire, pour guérir. Le pervers, lui, est prisonnier à vie de son vide intérieur. Il est condamné à répéter ce schéma destructeur encore et encore, sans jamais trouver la paix. Et réaliser ça, réaliser sa profonde faiblesse, c'est peut-être le véritable début de la libération.